Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Seva et merci tout d'abord d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation à être présent aussi en direct aujourd'hui. Je me présente, je suis Cécile Collignon, je suis vétérinaire et responsable technique chez Seva, notamment sur l'hypertension artérielle féline. Alors comme chaque année, on vous propose un programme de webinaire sur ce sujet. Jusqu'à présent, on s'était focalisé sur les lésions sur les organes cibles. Cette année, on vous propose de parler des maladies concomitantes puisque rarement les chats hypertendus sont juste hypertendus. Pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Anaïs Lamoureux. Anaïs est vétérinaire, spécialiste en médecine interne et diplômée du Collège européen et praticienne au CHV Anicura Norvet. Anaïs va nous parler de justement la gestion des chats qui présentent une maladie rénale chronique et une hypertension artérielle. Comme c'était présenté dans l'invitation, il s'agit d'une présentation interactive. Donc, au fur et à mesure de la présentation, vous aurez des sondages qui apparaîtront du côté droit de votre écran. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Et enfin, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. On y répondra en fin de présentation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ma part. Anaïs, je te laisse la main. Bonjour à tous, un grand merci pour cette présentation et également je tiens à remercier Seva de m'avoir proposé de faire cette conférence aujourd'hui. Donc en effet, on va discuter pendant ce petit temps des maladies rénales chroniques chez le chat et particulièrement en association avec l'hypertension artérielle systémique. Et le but, comme vous l'a dit Cécile, ce sera d'interagir au fur et à mesure par le biais de petits sondages. Alors, pour commencer, les maladies rénales chroniques sont définies une atteinte structurelle et ou fonctionnelle du rein depuis au moins 3 mois pour pouvoir parler de chronicité. Globalement, on va avoir une diminution du nombre de néphrons fonctionnels dans l'ensemble de ces maladies rénales chroniques qui vont conduire à une diminution du débit de filtration glomérulaire, encore appelé DFG par simplicité. Lors de maladies rénales chroniques, on aura des lésions qui sont irréversibles et progressives. On parle souvent d'un syndrome représentant en fait de nombreuses maladies sous-jacentes puisqu'il n'y a pas qu'une cause aux maladies rénales chroniques. C'est également pour ça qu'on parle au pluriel et non pas au singulier sur les maladies rénales chroniques. Chez le chat, on retrouvera en priorité les néphrites tubulo-interstitielles qui vont représenter environ 70% des cas. Suivi des glomérulopathies, 15% des cas, c'est plus rare chez le chat comparé au chien. Et puis après, bien entendu, les tumeurs rénales, notamment lymphome ou alors l'amyloïdose, les néphropathies congénitales, on peut penser au persan avec la polykystose rénale, également tout épisode d'IRA ou potentiellement même le rôle suspecté de certains virus dans le développement de maladies rénales chroniques. La prévalence de ces maladies est assez élevée chez le chat, ça représente 1,6 à 20% de l'ensemble des chats, tout âge confondu. Et puis on note que la prévalence augmente avec l'âge, entre 30 et 40% des chats de plus de 10 ans et 80% des chats de plus de 15 ans. La pression artérielle systémique, quant à elle, c'est un système de contrôle très fin, vous le savez, qui va permettre une perfusion adéquate des organes. Lors d'hypertension, ce qu'on va particulièrement craindre, ce sont les lésions des organes cibles et on y reviendra un petit peu après. Alors, c'est que le fait de parler de physiologie est toujours un petit peu rébarbatif, mais en soi, vous allez voir que si on veut vraiment bien comprendre les choses, et y compris les mécanismes qui conduisent à l'hypertension et quel traitement il faut, un petit peu revenir sur la régulation de la pression artérielle. Globalement, la pression artérielle, on va utiliser une formule, je sais que ça fait peur, est égale aux résistances vasculaires périphériques fois le débit cardiaque, et le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire le volume sanguin, tout simplement. Les résistances vasculaires périphériques, elles sont contrôlées par de nombreux facteurs et elles sont surtout en fait dépendantes de la taille des artères. Et à ce niveau-là, le rein va avoir un rôle dans la sécrétion de certains facteurs jouant sur cette taille et donc sur les résistances vasculaires périphériques. Le débit cardiaque, on l'a dit, il est dépendant de la fréquence cardiaque qui est contrôlée majoritairement par le cœur et par le cerveau. Et il est également dépendant donc du volume sanguin qui, lui, est dépendant du système rénine-angiotensin qui, lui aussi, a un lien avec la fonction rénale et le rein. Donc, à partir de là, généralement, on considère que le contrôle de la pression artérielle sur du court terme, vraiment à la minute, est dépendant du système cardiovasculaire, alors que le contrôle sur du plus long terme.
On l'a dit, c'est une régulation qui est extrêmement fine, avec donc ce rein qui est important. Je vous remets ici la formule et l'idée, c'est un petit peu de réfléchir à ce qui se passe déjà si on a une diminution de la pression artérielle. Eh bien, lors de cette diminution de la pression artérielle, au niveau du rein, il y a différentes cellules qui vont rentrer en jeu et différentes parties du rein qui vont conduire en fait tout simplement à une diminution de l'excrétion de sodium. Et donc, s'il y a moins de sodium excrété, plus de sodium dans le corps. Vous le savez, globalement, le sodium, il va suivre, l'eau, pardon, va suivre le sodium. Donc, qui dit augmentation du sodium dans le corps, dit augmentation du volume circulant. Et si on reprend notre formule dont on parlait, on augmente le volume circulant, donc on augmente la pression artérielle. Et donc, c'est un des premiers contrôles qui va permettre de répondre rapidement à une diminution de la pression artérielle. En parallèle de dit diminution de la pression artérielle, dit diminution de la perfusion des organes et donc diminution également de la perfusion rénale. Et de là, va s'activer au niveau du rein le système rénine-angiotensin-aldostérone avec du coup production d'angiotensin 2 et également libération d'aldostérone. Ces deux-là vont être également à l'origine d'une augmentation de la rétention de sodium. Donc là encore, on retrouvera l'augmentation du volume circulant. Mais il y a également des phénomènes en fait de vasoconstriction. Et qui dit vasoconstriction dit augmentation résistance vasculaire périphérique. Là encore, vous voyez qu'on intervient sur la formule dont on parle depuis la diapositive d'avant. Et donc, on augmente notre pression artérielle systémique. Et donc, là encore, la pression artérielle augmente. Donc, voilà globalement, en essayant de le simplifier, cette régulation assez fine artérielle. Et globalement, les études chez le chat sain, sans maladie intercurrente, montrent que la pression est généralement autour de 120 mm de mercure. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'hypertension et notamment lors de maladies rénales chroniques? Eh bien, lors de maladies rénales chroniques, on va avoir un déséquilibre des systèmes de régulation initiaux. Ce sont des déséquilibres qui sont multifactoriels et surtout assez complexes et même, comme tout ce qui est un peu complexe, incomplètement compris à l'heure actuelle. Première chose, on sait que lors de maladies rénales chroniques, il y a très probablement une activation système rénine-angiotensin-aldostérone, qui est initialement une réponse compensatrice et physiologique qu'on doit avoir, mais qui va devenir inadaptée dans le temps et va être à l'origine en fait d'une protéinurie et d'une hypertension. Je vous ai remis ici un petit peu toute cette cascade d'événements du système rénine-angiotensin-aldostérone. Là où je veux juste attirer votre attention, c'est que l'action de l'angiotensin 2 se fait sur récepteurs. Les récepteurs AT1 qui sont délétères, et c'est là où on va jouer avec certains traitements, mais par contre les récepteurs AT2, eux, ont des effets plutôt bénéfiques, anti-inflammatoires, antifibrillants, également vasodilatateurs. Donc eux ne sont pas responsables directement justement de cette réponse inadaptée. Autre mécanisme qui rentre en jeu lors de maladies rénales chroniques, c'est, on suspecte en tout cas, une augmentation de l'activité sympathique due probablement à un dysfonctionnement de l'innervation nerveuse rénale afférente pouvant conduire à une vasoconstriction chronique. Donc encore une fois, qui dit vasoconstriction dit augmentation des résistances vasculaires périphériques et donc dit augmentation de la pression artérielle. C'est quelque chose qui est assez bien connu et étudié chez l'homme mais peu étudié chez le chat, donc c'est juste vraiment quelque chose qu'on suspecte. Il y a des dysfonctionnements endothéliaux qui se créent lors également de maladies rénales chroniques avec un défaut de libération de certaines substances qui sont censées être vasodilatatrices, notamment le monoxyde d'azote. Et donc là encore, on a une vasoconstriction et toujours la même chose, augmentation des résistances vasculaires périphériques et donc de la pression artérielle systémique. C'est donc comme ça que globalement, on va avoir des phénomènes hypertensifs lors de maladies rénales chroniques. Mais à l'inverse, le rein est également un organe cible de l'hypertension, donc on en a plusieurs. Mais si on s'intéresse tout d'abord au rein, puisque c'est notre principal sujet aujourd'hui, le rein sain de base, il est assez protégé hypertensif, en tout cas tant qu'on reste dans des valeurs assez raisonnables, parce qu'il y a des autorégulations qui se font. Sauf que dès qu'on a une maladie rénale déjà présente, ou alors si on a des phénomènes hypertensifs très importants, on va en fait avoir ces phénomènes qui vont être levés et on va avoir en fait une vasodilatation de l'artère afférente au rein, ce qui conduit à une hypertension des glomérules, enfin des capillaires glomérulaires exactement, conduisant à une protéinurie et on le sait, est toxique pour les tubules et conduit donc à une dégradation de la fonction rénale. De plus, il a été montré que la protéinurie diminue également la survie lors de maladies rénales chroniques. Donc, on se rend bien compte que le rein peut engendrer de l'hypertension, mais qu'à l'inverse, l'hypertension
peut engendrer des lésions rénales. C'est un peu comme toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Pour ce qui est des autres organes cibles de l'hypertension, il y a le cerveau. Les encéphalopathies hypertensives sont assez fréquentes. Au final, on est sur 40 à 46% des cas, 14 à 46% des cas en fonction des études, avec des signes d'atteinte du système nerveux central. Également, chez le chat, on y pense. Mais on a des myélopathies ischémiques cervicales qui peuvent conduire à la plégie, c'est assez spécifique du chat, lors d'hypertension. Les lésions oculaires, ce sont les plus connues. C'est le premier organe touché, jusqu'à 100% des chats hypertendus. Je vous conseille de vous référer à d'autres webinaires qui ont été faits à ce sujet. Pour finir, le cœur est également un organe cible de l'hypertension avec des hypertrophies concentriques, plus ou moins des dysfonctionnements myocardiques. Et on associe souvent au cœur le système vasculaire avec, de manière plus rare mais possible, des anévrismes, des dissections aortiques. Épistaxis. Alors, on va un petit peu commencer à vous faire participer. On va du coup commencer vraiment à rentrer dans les maladies rénales chroniques. Et donc, à votre sens, quel est le premier signe clinique qui apparaît lors de maladies rénales chroniques chez le chat? Est-ce que c'est de la dysorexie, de la polyuropolydipsie, des vomissements ou encore de la constipation? Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Alors, pour le moment, de façon assez majoritaire, on a la polyuropolydipsie à 76%, un peu de dysorexie à 17% et les vomissements. Ok, très bien. Alors, donc, la majorité d'entre vous avait raison. Le premier signe est la polyuropolydipsie. Donc, si on revient sur ces signes, lors de maladies rénales chroniques, on a donc ce phénomène avec une polyurie qui est primaire, la polydipsie n'est que secondaire. La polyurie, elle se produit par diurèse osmotique et on considère qu'elle est présente quand on a une émission d'urine supérieure à 40 ml au jour chez un chat et qui va conduire donc secondairement, on l'a dit, à une polydipsie qui est caractérisée par une prise de boisson supérieure à 4 ml kg jour chez le chat. On considère également que cela a plus de 66% de la fonction rénale qui a été perdue et donc le plus précoce chez le chat, avec quand même, le chat est toujours une espèce un petit peu particulière. Certains maintiennent quand même une capacité de concentration des urines au tout début d'évolution, mais n'empêche que c'est le premier signe. Un autre signe qui est très précoce, je ne l'avais pas mis dans les propositions parce que ça aurait pu être un petit piège, c'est l'amaigrissement, où des études récentes ont quand même montré que l'amaigrissement pouvait commencer jusqu'à 3 ans avant le diagnostic de maladie rénale chronique. Pour les autres signes, dont ceux que je vous avais proposés, dysorexie, abattement, vomissement, constipation, ce sont des signes un peu plus tardifs. En fait, on considère que ce sont des signes d'insuffisance rénale et non pas de maladie rénale. Et donc, on verra majoritairement sur des stades IRIS 3 ou 4, rarement en 2. Autre signe clinique que vous allez pouvoir observer, de l'halitose, des ulcères buccaux, des muqueuses pâles, également des signes d'atteinte des organes cibles, bien sûr, lors d'hypertension. Je vous ai mis ici une photo d'IFEMA. À la palpation, vous pourrez avoir des petits reins bosselés. Et l'hypothermie est également un signe clinique de maladie rénale chronique. Alors souvent sur des stades un peu plus avancés, c'est lié à l'augmentation de l'urée et c'est présent chez un peu plus d'un tiers des chats. Alors, comment on va établir notre diagnostic de maladie rénale chronique? Pour moi, ça se fait en 4 étapes. Globalement, je le présente souvent comme ça. Première étape, on confirme la présence d'une maladie rénale chronique. Puis, on différencie une maladie rénale chronique d'une insuffisance rénale aiguë. On établit ensuite un stade. Et puis, on recherche les complications des MRC. Alors, si on commence par notre première étape, confirmer la présence d'une maladie rénale chronique, globalement, le standard pour ça, c'est la mesure du débit de filtration. C'est quelque chose qui, au final, est peu réalisé en pratique puisque ça nécessite de nombreuses prises de sang. C'est assez laborieux, ça peut être assez long, ça peut se faire parfois jusqu'à sur 24 heures. Notamment sur un chat, c'est compliqué, c'est souvent réservé au milieu hospitalier ou de la recherche. Hospitalier,
universitaire, pardon. Donc, en pratique, on utilise beaucoup plus l'augmentation de la créatinine ou de la SDMA. L'urée va être globalement influencé par de nombreuses choses, l'apport en protéines, la perfusion rénale, également des saignements digestifs ou la production hépatique. Donc, c'est souvent difficile d'interpréter juste une augmentation de l'urée. La créatinine a bien entendu, elle aussi, ses limites. Elle augmente globalement quand on a une fonction rénale de plus de 75%. C'est ce que vous voyez sur ce diagramme. Pour monter, il faut voir de manière inversée, il faut lire de droite à gauche, mais globalement, plus la fonction rénale diminue, avant qu'on arrive vraiment au-dessus des valeurs usuelles, il se passe du temps. La SDMA est plus précoce. Chez le chat, on considère qu'elle est 17 mois plus précoce que la créatinine, donc assez intéressante et de plus non influencée par la masse musculaire, contrairement à la créatinine. Et donc, c'est ces augmentations qui vont nous permettre de mettre en évidence une maladie rénale et tout ça, bien entendu, combiné à une densité urinaire adéquate, c'est-à-dire inférieure à 1035 chez le chat. Il y aura bien entendu toujours la difficulté du stade 1. On va revenir juste après sur les stades, mais c'est un stade non azotémique. Et dans ces cas-là, en fait, on sera face à des animaux soit qui ont des protéinuries prouvées d'origine rénale ou des modifications échographiques rénales assez importantes. Encore également sur des animaux avec une polyuropolydipsie où il y a un diagnostic complet qui a été fait et où on pense vraiment que l'origine est rénale, c'est rarement simple, ou encore des anomalies histologiques s'il y a eu des biopsies rénales qui restent également la méthode de choix pour le diagnostic mais qu'on fait rarement. Ensuite, deuxième étape, on différencie une maladie rénale chronique d'une insuffisance rénale aiguë. Donc là, en fait, c'est vraiment la composante de chronicité de répondre à ça. Ça peut être des indices que vous allez avoir dans votre anamnèse ou à l'examen clinique. C'est sûr, quand vous discutez avec les gens, les questions, c'est de savoir si l'animal boit beaucoup ou maigrit depuis un certain temps. Ça va vous aider. Si vous avez des tout petits reins bosselés à l'examen clinique également ou des grosses modifications échographiques rénales. Et bien sûr, de toute façon, pour être vraiment certain, c'est l'azotémie persistante dans le temps. On passe ensuite au fait d'établir un stade. Alors pour ça, de toute façon, on a une classification, la classification IRIS, qui est un stading de 1 à 4, avec on l'a dit, un stade non azotémique. Et puis après, des stades de plus en plus élevés. Vous avez des valeurs, je ne pense pas qu'il faille les connaître par cœur, ça se trouve extrêmement facilement sur Internet en tapant CKD IRIS staging. Et la SDMA a maintenant été inclus dedans pour justement les stades et avec l'intérêt qu'elle n'est pas, on l'a dit, influencée par la masse musculaire. Globalement, ce stade, il s'établit hors crise d'insuffisance rénale aiguë et il faut toujours avoir une fonction rénale qui est stable. On passe à la dernière étape, la quatrième, et ce n'est pas la plus simple en soi. Il va falloir rechercher les complications des maladies rénales. Et il y en a un certain nombre. Donc, dans celle où on va passer assez rapidement, parce que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais il y a l'hyperparathyroïdisme secondaire rénal qui conduit, ce que vous voyez généralement, c'est une hyperphosphatémie. C'est une complication qui est fréquente, qui est corrélée au stade. C'est-à-dire que plus on est sur un stade avancé, plus on aura cette complication qui sera présente et importante. Il y a un rôle clé du FGF23 dans tout ça. On pourrait faire une présentation entière là-dessus, donc je ne vais pas le développer, mais sachez que c'est un dosage qui vient tout juste d'être mis à disposition là dans les semaines qui viennent de passer. Autre complication, l'anémie, qui, elle, apparaît plutôt sur des stades avancés de maladie rénale chronique. C'est une anémie qui est normocytaire, normochrome non générative, qui est liée, alors ça, je pense que vous le savez, au déficit en EPO, puisque c'est sécrété au niveau rénal. Mais en fait, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a pas juste le déficit en EPO. On a également des phénomènes d'inflammation chronique, diminution de la durée de vie des globules rouges et également de perte sanguine digestive potentielle. Acidose métabolique, désordre électrolytique, notamment sur le potassium, c'est assez fréquent mais en stade avancé et c'est rarement très clinique. Autre complication, les bactériuries qui sont présentes sur, on va dire, 22 à 29% des chats atteints de c'est souvent des bactériuries asymptomatiques, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'ITU. Et ça se rencontre à tous les stades, y compris les stades 1. On arrive bien sûr maintenant sur le sujet qui nous préoccupe particulièrement. L'hypertension, c'est bien entendu une complication des maladies rénales chroniques. Et là, on va vous faire de nouveau un tout petit peu travailler. Quelle est, à votre avis, la prévalence de l'hypertension lors de maladies rénales chroniques ? On est sur des prévalences assez faibles, 5 à 15%, des choses assez larges, 19 à 65%, des prévalences élevées, 70 à 85%, ou alors vraiment quasiment tous les chats, plus de 90%. Voilà, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre.
Alors, les réponses sont plus partagées que tout à l'heure. On est à peu près à 15% pour la première réponse, entre 5 et 15. Une moitié pour 19 à 65% et à peu près 35%, un tiers, pour 70 à 85%. Ok, La merci. majorité pour 19 à 85. Ça marche. Donc, en effet, la bonne réponse, mais je pense que de toute façon, la très grande majorité d'entre vous avez compris que ça reste quand même assez fréquent, puisque la deuxième réponse, je pense, principale était le 70 à 85%. En effet, l'hypertension est très fréquente. On considère 19,5% des chats atteints de maladies rénales chroniques sont hypertendus et c'est même très probablement sous-estimé parce qu'en fait, il y a plein d'études où c'est pas mesuré de manière systématique chez tous les chats, ce qui est une erreur bien entendu. Mais dans une étude, par exemple, ils ont mis en évidence que c'était mesuré chez seulement 25% des chats avec une maladie rénale chronique. Donc très probablement, on sous-estime l'hypertension. La MRC est la première cause d'hypertension dans les causes d'hypertension secondaire et même toutes causes confondues. Ce qui est également important de savoir, c'est que les chats sans hypertension au diagnostic de maladie rénale chronique peuvent ensuite développer une hypertension. Et si on voit les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on trouve un chat hypertendu avec des organes cibles, ben, quand on recherche la cause, on trouve une maladie rénale chronique dans 75% des cas. Alors ici, il y a de nouveau la classification IRIS qui rentre en jeu puisque il y a un sous-staging pour l'hypertension. Donc vous voyez 4 catégories. Une pression artérielle est considérée quand elle est inférieure à 140. Ensuite, on est en préhypertension entre 140 et 159, hypertension entre 160 et 179 et hypertension sévère au-dessus ou égal à 180. Et par rapport à ça, il y a un risque déterminé de lésion des organes cibles dans le futur qui va de minimal à élevé pour ces 4 catégories. Une étude qui est intéressante, qui a été publiée il y a quelques mois, ça a été fait d'ailleurs en fait par Seva. C'est vraiment une étude de questionnaire en Europe sur quasiment 9000 chats de plus de 7 ans pour déterminer justement la prévalence de l'hypertension, les maladies associées, également la facilité et comment on mesure l'hypertension. Ce qui ressort globalement sur les mesures, c'est que c'est plutôt assez rapide, mais que ça peut être plus long sur des chats stressés et qui sont également d'ailleurs avec des pressions plus élevées, hein, hypertension potentiellement situative. Dans cette étude, on avait 40% des chats qui étaient hypertendus, avec une association mise en évidence avec les maladies rénales chroniques, ce qui représentait 25% des chats hypertendus ici. Toujours, on l'a dit un tout petit peu avant, mais c'était pour vous présenter quand même l'étude qui parlait de ça, c'est qu'on peut avoir un animal normotendu au diagnostic de maladie rénale chronique, mais qui développe ensuite une hypertension. C'est 17% des cas dans cette étude, c'est la courbe que vous voyez en rouge sur la courbe de Kaplan-Meier, versus 7% des chats sains. Donc c'était une différence significative avec la créatinine de risque pour développer une hypertension. Autre étude que je trouve intéressante dont je voulais vous parler très rapidement, c'est une étude en fait japonaise qui a regardé si la prévalence de l'hypertension et la sévérité surtout de l'hypertension étaient corrélées au stade IRI. L'hypertension était possible à tous les stades, c'est vrai, on en voit à tous les stades de MRC, mais globalement dans cette étude, il montre que les sévères sont plus fréquentes en 3 et 4. Ce sont des choses qu'on connaît chez l'homme, en fait, mais qui, jusqu'alors, étaient extrêmement controversées chez le chat, elle est toujours en soi. Mais voilà, cette étude remet un petit peu des questionnements à ce sujet-là. Il faut bien entendu, quand on parle d'hypertension, parler de mesurer la pression artérielle. Le gold standard pour ça, c'est le cathétérisme artériel. On le réalise très peu en pratique puisque c'est invasif et de toute façon, si on le réalise, c'est plutôt sur des cas en aigu des animaux hospitalisés. Donc, c'est sûr que ce n'est pas dans des suivis de maladies rénales chroniques. Du coup, généralement, on va utiliser des mesures non invasives. Le Doppler sera privilégié, il est plus fiable, mais l'oscillométrie est souvent plus pratique, donc souvent aussi mise en œuvre. On a le HDO ou le PETMAP, notamment que j'ai mis ici en illustration. Il n'y a aucune méthode qui a été complètement validée par rapport à cela. Ce qui est important, c'est d'utiliser des protocoles standardisés. Je ne vais pas revenir sur comment on fait de A à Z une mesure de pression artérielle, puisque de la même manière, vous avez un webinaire à ce sujet-là. Mais ce qui est important, voilà, c'est de mettre en place des protocoles au sein de votre structure, de faire toujours la même chose et que surtout les personnes, si ce n'est pas toujours les mêmes qui font la mesure, puissent avoir quelque chose de très standardisé. Attention chez le chat, ce sont des animaux qui sont stressés, l'hypertension situationnelle est extrêmement fréquente, donc tout ce qui est acclimatation, etc., avant de faire la mesure de pression. D'ailleurs, on recommande souvent de le faire avec le propriétaire.
Concernant l'endroit où on mesure la pression artérielle, ça a été étudié dans pas mal de papiers. Globalement, on considère qu'il y a moins de variations en utilisant une mesure de pression à la queue. Tout simplement parce qu'en fait, on va pouvoir se détacher de tout ce qui est âge, masse musculaire, etc. Donc, on considère que c'est plus répétable et plus facile à interpréter chez le chat. Par contre, c'est différent de la pression artérielle si on le fait à l'antérieur. Il y a environ 1 mm de mercure de différence, donc c'est à prendre en compte. Du coup, sur ces pressions, enfin sur cette hypertension, comment on fait? Là, c'est un petit peu vous présenter sous forme d'arbre dichotomique. Si on a des lésions des organes cibles suspectées ou une maladie pouvant engendrer de l'hypertension, on va mesurer la pression artérielle. Si on est inférieur à 160, on considère qu'on reteste dans 3 à 6 mois. Si on est supérieur à 160 et qu'on a des lésions des organes cibles, globalement, on a un diagnostic, on traite. Si par contre, on est inférieur à 160 et qu'on n'a pas de lésions des est-ce qu'on est inférieur ou supérieur? Est-ce qu'on est dans la zone hypertension lambda ou hypertension sévère? Si on est entre 160 et 179, on considère qu'on répète la mesure sur 4 à 8 semaines, alors que si on est supérieur à 180, on répète la mesure sur 1 à 2 semaines. Et là, si on est inférieur à 160, on reteste dans 3 à 6 mois. Si on est supérieur à 160, on traite. C'est vraiment l'arbre dichotomique pour choisir est-ce qu'on traite ou on attend un peu. Pour finir sur les complications lors de maladies rénales chroniques, une autre complication très fréquente, c'est la protéinurie. Et là, on va faire un petit peu travailler. Donc, quel est le pourcentage de chats qui présentent une protéinurie significative lors de maladies rénales chroniques? Est-ce qu'on est à 10, 20, 40 ou 60%? Les premiers résultats arrivent. On va attendre juste encore quelques instants. Parce que là, pour le coup, ça varie très vite. Alors, a priori, quelques répondants pour 10%. On va dire un tiers pour 20%. La majorité nous parle de 40% et 20% nous parle de 60%. Ok. Alors là, pour le coup, ce n'est pas la majorité qui a raison. On est plutôt sur 20%. Alors, c'était une question un peu plus difficile puisqu'on a rarement ce pourcentage en tête. Globalement, la protéinurie, elle est beaucoup plus fréquente chez le chien que chez le chat. Donc, on en a, bien entendu. Ça représente environ un chat sur 5 qui a un RPCU supérieur à 0,4. Globalement, il n'y a pas non plus de corrélation avec le stade IRIS de la MRC pour la protéinurie, c'est-à-dire qu'on peut en avoir en tout stade, y compris stade 1. Il faut bien entendu vérifier que l'origine de la protéinurie est bien rénale, donc exclure les origines pré- et post-rénales par la réalisation notamment d'une culture. Il faut également montrer que la protéinurie est persistante dans le temps et il faut la quantifier. Donc la bandelette urinaire, c'est bien, première ligne, mais il faut derrière faire un RPCU. Et là encore, on a du coup la classification IRIS avec un sous-stade, avec absence de protéinurie si on est inférieur à 0,2, protéinurie si on est supérieur à 0,4 et une zone grise où on retestera entre. De nouveau une petite question, puisque maintenant on va s'intéresser, on va rentrer dans la grande partie des traitements. Et donc, je vais vous demander quel est, à votre avis, le principal traitement qu'on mettra en place suite à diagnostic d'une MRC chez le chat. Proposition, des sartans, une prise en charge alimentaire ou une perfusion. Alors, on va entendre encore quelques instants pour laisser encore un petit peu de réponse, même si la grande majorité, on est quasiment à 80% des répondants nous parlent de la prise en charge alimentaire, 14% pour les sartans et 5% pour les IECA. Eh bien, très bien. Donc, en effet, je suis assez contente que
80% répondent prise en charge alimentaire, puisque en effet, c'est un des grands messages que je vais vouloir vous reteniez de la présentation, en tout cas sur les maladies rénales chroniques. Il n'y a pas globalement de traitement spécifique des maladies rénales chroniques, sauf des cas très particuliers, glomérulopathie, tumeur. Mais sinon, sur les cas, 70% des cas où ce sont des néphrites tubulo-interstitielles, mais également sur les formes congénitales et plein d'autres, il n'y a pas de traitement. Et la première ligne, avant tout, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est l'alimentaire. L'alimentation, globalement, qu'est-ce qu'on va rechercher? Un taux restreint en protéines, mais avec quand même des protéines présentes et de bonne qualité. Une alimentation qui va être plus ou moins dépourvue en phosphore, mais en tout cas pas trop riche, enrichie en oméga 3 avec un pH neutre et des concentrations caloriques plus importantes. Ça, globalement, c'est les recommandations du stade IRIS 3, plus ou moins 2. Pour les stades, on se méfie en fait surtout de la restriction en de nombreuses études récemment ont montré qu'en restreignant trop le phosphore, on crée des hypercalcémies, ce qui peut être clairement délétère. Mais du coup, pour ça, maintenant, on a vraiment une gamme qui se développe de plus en plus sur les aliments rénaux pour stade précoce. Et donc, c'est là où ça va avoir tout son intérêt. Et surtout, en fait, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer ça, mais le dosage du FGF23 intervient vraiment à ce niveau-là, en fait, pour justement déterminer la nécessité de cet aliment. Mais la prise en charge numéro 1, c'est celle-ci. On peut également utiliser des traitements symptomatiques antivomitifs. Le Cerenia a été étudié lors de maladies rénales chroniques. Globalement, il a été montré que ça diminuait les vomissements, que ça n'avait pas d'effet secondaire. Là, il l'utilisait pendant 2 semaines, donc bien plus longtemps que ce qui vous est dit dans le RCP. Les molécules également orexigènes et notamment la myrtazapine peuvent être intéressantes sur les animaux, les chats dysorexiques. Ça a été également étudié chez le chat avec la myrtazapine transdermale que vous avez depuis peu disponible sur le marché. Et ça, il a été montré que du coup, il mangeait plus du poids, ce qui est du coup quand même un bon facteur de suivi. Et également, ça a un effet antivomitif. Les perfusions sous-cutanées également peuvent être intéressantes sur des stades plus avancés et c'est globalement très bien toléré. Ensuite, en fait, on passe au traitement des complications. Donc, si on parle du traitement juste des maladies rénales chroniques, on a fait le tour, globalement. Et après, on va traiter en fonction de ce qu'on a comme complications. Donc, on va reprendre déjà celle qu'on a présentée initialement rapidement. Pour l'hyperparathyroïdisme secondaire rénal, c'est avant tout l'alimentation, puisqu'on a une alimentation restreinte en phosphore. Si c'est insuffisant, on utilisera des chélateurs. Ce qui est important de noter, c'est que les valeurs visées phosphore sont celles que je vous ai présentées ici en fonction du stade en fait. Ce ne sont pas vos valeurs usuelles de la machine. Plus on avance dans le stade, plus on accepte des valeurs un petit peu plus hautes. Pour l'anémie, on en si l'animal est clinique de son anémie, il n'y a pas vraiment de valeur seuil. La mise en place d'injections d'arbépoïétine en parallèle avec du fer. Attention, cependant, ces injections peuvent engendrer des hypertensions artérielles systémiques, donc il est d'autant plus important de la monitorer. Et surtout également, c'est normalement quelque chose qui est restreint à la médecine, donc vous n'êtes pas censé le prescrire comme ça. Pour l'acide alcoolique, les désordres électrolytiques, c'est rarement nécessaire de traiter, mais lorsque ça l'est, on peut utiliser du citrate ou gluconate de potassium. Et pour les bactériuries, on considère qu'il faut les traiter si elles sont symptomatiques. Sur les asymptomatiques, on n'a pas de réponse, pour être franche aujourd'hui. L'étude que je vous ai mis ici, globalement, a mis en évidence que ça n'avait pas d'impact, les bactériuries, sur la progression des maladies chroniques ou sur la survie si on les traitait, mais on ne sait pas ce que ça donne lorsqu'on ne traite pas, donc pas de réponse définitive. Sur l'hypertension maintenant, l'objectif du traitement de l'hypertension, il est multiple. Ça va être de diminuer le risque ou la gravité, si elles sont présentes déjà, des lésions des organes cibles. Également, diminuer la pression artérielle, bien entendu. L'objectif étant d'atteindre une valeur inférieure à 160 mm de mercure, même idéalement inférieure à 140, sans hypotension. Et avec une diminution progressive, c'est important. On ne veut pas que ça soit trop brutal pour éviter des mécanismes rebonds ou compensateurs. On est majoritairement, et en tout cas c'est le cas pour la MRC, sur des hypertensions secondaires à une autre maladie. Donc bien entendu, il faut prendre en charge la maladie sous-jacente, mais ce n'est pas nécessaire, c'est rarement suffisant en fait pour gérer l'hypertension, et en tout cas ça ne l'est rénale chronique, puisque vous n'allez pas guérir votre maladie rénale chronique. Et donc on ne repousse pas la mise en place d'un traitement anti-hypertenseur en attendant de voir la réponse aux sous-jacentes. Est-ce qu'on met une alimentation pauvre en sel? C'est globalement assez controversé puisque ça va activer ce fameux système rénine-angiotensine-aldostérone. C'est quelque chose qu'on va plutôt vouloir éviter. Dans tous les cas, on considère qu'on évite quand même des aliments trop riches en sel, ce qui est le cas de l'alimentation de soutien rénal. Alors, de nouveau une question.
Quelle va être la molécule de choix pour le traitement de l'hypertension chez le chat? Est-ce que c'est l'amlodipine, le bénazéprile, le telmisartan ou la spironolactone? Alors pareil, on va attendre un petit peu les réponses. La grande majorité, on est à près de 90% des personnes qui répondent l'amlodipine, sinon le telmisartan. Ah, ça change un peu, on est plutôt maintenant plutôt 85-15. 85% pour l'amlodipine et 15% pour le telmisartan. Okay. Donc la majorité d'entre vous a raison, c'est bien l'amlodipine, le traitement de première ligne, mais on va revoir pourquoi. L'amlodipine fait partie de la famille des inhibiteurs calciques, et là vous voyez réapparaître la formule que je vous ai déjà mise et qui fait peur, mais globalement le principe des inhibiteurs calciques, c'est qu'ils dilatent les artères périphériques. Donc si on dilate, on diminue les résistances vasculaires périphériques, on diminue notre pression. Donc au final, la boucle est bouclée. C'est bien pour ça qu'il faut en fait avoir cette idée de physiologie pour comprendre comment on traite, comment on fait les choses. C'est très intéressant, enfin cette molécule est très intéressante puisqu'elle a un temps d'action alors assez long, mais pas non plus extrêmement long, c'est intermédiaire, on est sur 5 jours, mais surtout elle a une bonne action puisqu'elle diminue de 30 à 70 mm de mercure en fonction des études la pression, donc c'est plutôt bien efficace, et surtout ça n'a pas d'effet délétère sur la fonction rénale, donc ça c'est vraiment un point qui est important. Je vous ai mis ici la dose, ce n'est pas que vous allez retrouver dans la notice, puisqu'en fait, ça vient plutôt des études où en fait, on considère que la dose est dépendante de l'importance de l'hypertension. On sera plutôt sur un demi-comprimé, à savoir 0,625 mg si la pression est inférieure à 200 et 1,25 mg, soit un comprimé entier si la pression est supérieure à 200. C'est la première ligne chez le chat. Quelles sont les autres molécules? Ce sont majoritairement les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone que je vous ai remis ici. Donc vous avez, c'était votre deuxième réponse, choix pour certains, le premier choix de certains, ce sont des antagonistes des récepteurs à l'angiotensine. Ce qui est très intéressant, je vous ai dit au tout début en fait qu'on avait deux récepteurs, que les AT2 étaient plutôt intéressants alors que les AT1 étaient ceux qui étaient délétères. Donc en effet, l'intérêt des sartans, c'est qu'ils n'arrêtent ici que, enfin le que ici, et donc du coup on évite la vasoconstriction, etc. La dose de 2 mg kilo une fois par jour, et l'efficacité a clairement été montrée, mais pour des hypertensions inférieures à 200 mm de mercure et surtout sans les organes cibles. Hypertension pas extrêmement sévère, ça n'a pas été testé sur du plus sévère. Est quand même plus faible, on est entre 20 et 25 mm de mercure. On peut combiner avec l'amlodipine, et il y a également une AMM pour la protéinurie, ce qui peut avoir un intérêt. Les IECA, eux, ne sont pas recommandés en première ligne sur l'hypertension du chat. Je parle bien que du chat. Alors, je vous l'ai remis ici. Là, ça intervient beaucoup plus tôt dans le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, en fait, ça empêche la formation d'angiotensine 2, mais également d'aldostérone. Et du coup, on perd les effets alors néfastes des récepteurs AT1, mais aussi les effets bénéfiques des récepteurs AT2. Et en plus, on sait qu'il y a des phénomènes d'échappement. Donc, ce n'est pas recommandé en première ligne. On diminue de 10 à 15 mm de mercure combiné avec l'amlodipine. Pour ces deux molécules, ce qui est vraiment important, c'est de bien surveiller la fonction rénale, puisqu'il y a un risque de dégradation. Et dans tous les cas, on n'utilise jamais en insuffisance rénale aiguë ou si déshydratation, hypovolémie, puisqu'on va empêcher des mécanismes compensateurs bénéfiques. Pour finir, système rénine-angiotensine-aldostérone, une des dernières molécules, c'est la spironolactone, qui est un antagoniste de l'aldostérone, mais qui, ici, dans le cadre des maladies rénales chroniques avec hypertension, n'a pas d'intérêt. Donc, si on résume un petit peu comment on fait, et si on retrouve un petit peu un arbre dichotomique, un traitement, donc traitement de première ligne. Ensuite, comment on suit? 7 à 10 jours après. 1 à 3 jours si on a des lésions des organes cibles, si on est sur des choses plus sévères et qu'on veut un contrôle plus rapide. Soit inférieur à 160, même optimal inférieur à 140, on reteste dans 4 à 6 mois. Alors ça c'est les recommandations de l'ACVIM sur le consensus. Globalement, c'est un peu toute hypertension confondue. Je pense que sur des chats en MRC, on sera plutôt à 2-3 mois. À 160, on a suffi. Si on est à des doses maximales, on va ajouter une deuxième molécule. Si on est par contre inférieur à 120 avec des signes d'hypotension, on va diminuer la dose. Et dans ce cas-là, on revient au final à ce qu'on faisait avant. On reteste dans 7 à 10 jours, 1 à 3 si on a des lésions des organes cibles.
Dernière complication, et donc traitement des complications, là encore, avant tout, c'est l'aliment, puisqu'on est sur, on change le taux protéique dans l'aliment. Également, en fait, prendre en charge l'hypertension si elle est présente, puisqu'on l'a dit, l'hypertension engendre une protéinurie. Et donc, sur des protéinuries qui ne sont pas, bien entendu, massives, on va pouvoir avoir une réduction significative de la protéinurie suite à la mise en place du traitement antihypertenseur. Si c'est insuffisant, on passera sur des IECA ou des sartans. Globalement, les deux ont été comparés, notamment dans cette étude que il a été montré que le telmisartan était non inférieur au bénazépam, même chiffre que le telmisartan, puisqu'on a une différence significative de RPCU à 180 pour le bénazepril. Après, c'était un design d'étude qui était de la non-infériorité, donc il ne pouvait pas prouver plus que ça. Vigilance sur dès que de toute façon on met des IECA, mais régulièrement sur les stades 4, qui peuvent vraiment mal le supporter, et on arrête si on a une augmentation de la créatinine de plus de 15 à 20%. L'objectif, c'est d'atteindre bien entendu la RPCU normale, ou en tout cas une baisse de plus de 50%. Il y en a même qui considèrent que la baisse devrait être supérieure à 90% chez le chat. Je vous ai mis ici un petit arbre décisionnel qui est fait par Seva, qui reprend justement ça avec les chats atteints de MRC, le fait qu'ils soient soit normotendus, hypertendus, et est-ce qu'ils ont une protéinurie et comment on prend en charge. Dernière question qu'on se pose, et ça j'aimerais en effet que vous reteniez, parce que je vois énormément d'animaux qui sont présentés avec des maladies rénales chroniques, qui sont déjà traités avec des IECA ou des sartans, alors qu'en fait il n'a jamais été recherché s'ils étaient tendu, juste ça a été mis en place parce qu'ils avaient une MRC. Est-ce que c'est des choses qu'il faut faire? Alors sur les IECA, on a en fait des études qui ont été faites qui ont montré qu'il n'y avait pas de différence de survie qu'on mette du bénazepril ou un placebo sur des chats avec une maladie rénale chronique. Vous allez me dire qu'il y a une petite différence quand on regarde pour le bénazepril. Mais le fait est qu'il y avait des chats, certains étaient protéinuriques, donc là il y a un intérêt. Si on prend vraiment les chats non protéinuriques dans cette étude, en fait il n'y a pas du tout de différence. Pour les sartans, on n'a aucune preuve actuellement de leur intérêt dans l'utilisation hors protéinurie ou hypertension lors de maladies rénales chroniques chez le chat. Il y a par contre des études qui sont en cours. Donc peut-être qu'à l'avenir, on changera notre manière de procéder. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on n'a pas de preuves scientifiques hors traitement des complications pour l'utilisation de ces IECA ou de ces sartans. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à retenir. Et surtout chez le chat, ça reste une espèce qui est difficile à méditer. Il y aura à donner dans le suivi, et donc il faut en fait garder la possibilité des traitements au chat plutôt que de déjà les rendre complètement réfractaires. Le pronostic lors de maladies rénales chroniques, il est avant tout fonction du stade. J'ai remis ici chien et chat parce que ça donne quand même des grandes idées qui sont toujours intéressantes, mais globalement sur un stade 2, on est environ à 3 ans, 2 ans sur un stade 3 et un seul mois sur un stade 4 pour le chat. L'alimentation, on l'a déjà dit, c'est le traitement de première ligne, mais aussi parce qu'en fait, ça a montré que ça a amélioré la survie, le pronostic. Je vous ai mis ici quelques données d'études où vous voyez qu'on double à minima toujours le pronostic, la médiane de survie. On a des facteurs pronostiques négatifs lors de MRC chez le chat qui sont l'hyperphosphatémie, l'augmentation du FGF23, la protéinurie et l'anémie. Globalement, ce n'est pas prouvé que l'hypertension est un facteur pronostique négatif chez le chat. Attention, on a dit que l'hypertension engendrait une protéinurie et la protéinurie, elle, est un facteur pronostic négatif. Donc, quand même, de manière indirecte, il faut un petit peu la considérer comme rentrant dans le pronostic. Voilà, on arrive globalement à la fin et du coup, sur les principaux messages que je souhaitais vous faire, que nous souhaitions vous faire passer. J'espère que vous l'aurez compris, mais la mesure de la pression artérielle, c'est un examen qui est vraiment incontournable du bilan rénal, puisque les maladies rénales chroniques sont la première cause d'hypertension, mais également puisque l'hypertension a un effet délétère sur la fonction rénale. Donc, dans les deux sens, globalement, il faut le faire. Et bien sûr, également, à l'inverse, si vous avez un animal hypertendu prouvé, il faut rechercher une maladie rénale chronique. C'est quelque chose qu'il faut faire au diagnostic de la maladie rénale chronique, mais également tout au long du suivi, puisque parfois ça se développe ensuite. Donc là encore, suivi de la pression artérielle est incontournable. En utilisant des protocoles standardisés, c'est important, surtout sur qui est une espèce stressée. L'amlodipine est la première ligne de traitement donc sur l'hypertension chez le chat, avec
très bons résultats et une absence d'impact sur la fonction rénale et potentiellement un petit impact sur, par contre, la protéinurie. Donc, ça peut aussi avoir son intérêt à ce niveau-là sur des chats hypertendus et protéinuriques. Voilà, je vous remercie. Je vous ai mis pas mal de références bibliographiques et notamment la photo de cet article de review qui est récent, qui vraiment reprend ce lien maladie rénale chronique, hypertension chez le chat. Et du coup, je suis à votre disposition. Je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Effectivement, merci beaucoup Anaïs pour ta présentation exhaustive sur le sujet. Et je te propose quelques questions. Alors, les premières concernaient la quantité d'eau bu en cas de polyuropolydipsie. Est-ce que tu peux rappeler les volumes d'eau bu ou les volumes d'urine pour lesquels on peut parler de PUPD chez le chat, s'il te plaît? Ouais. Donc, chez le chat, sur la prise de boisson, c'est ce qui va globalement être le plus évalué pour les gens. On considère qu'on a une polyuropolydipsie, enfin une polydipsie quand on est supérieur à 80 ml kg jour. Pour un chat, c'est un peu plus bas que le chien. Souvent, on parle de 100 ml kg jour. Pour la polyurie, quand on peut la quantifier, c'est supérieur à 40 ml kg jour pour un chat. Ça marche. Concernant les stades iris, une personne parle du stade 0. Qu'est-ce que c'est le stade 0? Alors pour moi, il n'y a pas de stade 0. Enfin, si, le stade 0 en soi, on n'en parle pas du tout dans la classification. Globalement, c'est l'animal qui n'a pas du tout de maladie rénale. Le stade 1, c'est un animal qui a une maladie rénale, mais en étant non azotémique. Donc, il y a d'autres choses, on l'a dit, des modifications échographiques, histologiques s'il y avait eu des biopsies rénales, ou encore une protéinurie d'origine rénale sans azotémie, ou une augmentation très très faible de la SDM en soi, qui peut être également un stade 1. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de stade 0, mais le stade 0 serait l'animal qui n'a aucune maladie rénale chronique, si on veut aller dans ce sens-là. Ok. Il y a une question sur le FGF. Est-ce que c'est un marqueur de gravité? Est-ce que c'est potentiellement une cible thérapeutique? Alors, c'est un marqueur de gravité, c'est un facteur pronostic qui est négatif. Après, le lien de causalité aujourd'hui n'est pas vraiment connu et établi. Il y a énormément d'études à ce sujet-là actuellement sur le FGF23 chez le chat. Globalement, en fait, on sait que c'est un fibroblast growth factor, donc ça peut engendrer en fait derrière de la fibrose, etc. Chez l'homme, en fait, c'est des choses où on montre aussi que ça joue dans l'évolution de la maladie rénale chronique. C'est pas des choses qui sont encore prouvées aujourd'hui chez le chat, que c'est un facteur pronostic et qu'en fait, si là on va l'utiliser très rapidement, c'est sur des chats en stade plutôt précoce en fait, où on veut se demander si on a nécessité de mettre en place une restriction au niveau du phosphore alimentaire, sans qu'on ait encore d'hyperphosphatémie en fait. En le dosant, s'il est augmenté, oui, on va mettre en place une restriction alimentaire en termes de phosphore, même si la phosphatémie est dans les valeurs usuelles. C'est là en fait où ça a son utilité de dosage aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, j'imagine, sinon je laisse le soin à la personne qui a posé la question de revenir dans le chat en précisant sa question. Quelques questions sur la gabapentine. Quand on parle de mesure de pression artérielle, est-ce que la gabapentine influe sur la valeur de pression artérielle mesurée? Si oui, est-ce que c'est plutôt en hyper ou en hypo? Alors, aujourd'hui, en effet, on utilise beaucoup la gabapentine. Les chats un petit peu stressés ou difficiles en consultation, on conseille de leur donner avant de venir, 2 heures avant. Globalement, ça n'empêche pas, c'est recommandé en fait de le faire sur des chats stressés avant les suivis, y compris pour des chats sur lesquels on mesure la pression artérielle. Après, je ne suis pas sûre, mais c'est peut-être à tort qu'il y ait eu des études précises sur la pression artérielle sous gabapentine. Je ne sais pas, Cécile, si tu avais des données là connaissance, mais en tout cas, on recommande en fait dans les consensus, ils recommandent de l'utiliser au besoin sur les chats stressés ou difficiles à manipuler, y compris pour les suivis de MRC et d'hypertension. Alors, j'avais à ma connaissance une étude qui montrait qu'il n'y avait pas d'effet significatif sur la pression artérielle. C'était les chats avaient reçu ou pas, et on mesurait la pression artérielle et la différence n'était pas significative. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle, comme tu le dis, dans les recommandations, on peut utiliser la gabapentine. J'avais cette précision-là.
Toujours concernant la mesure de la pression artérielle, est-ce que, il y a des différences entre l'antérieur et la queue? Dans quel sens? Il y a pas mal de questions à ce sujet-là. Peut-être, est-ce que tu peux repréciser? Ouais. Donc, il y a des différences. On a à peu près, alors c'est exactement 19 mm de mercure de différence entre la queue et l'antérieur chez le chat. En tout cas, dans une des études qui a été faite, c'est significatif comme différence. Par contre, il a été montré en fait que c'était un peu plus fiable d'utiliser de manière répétée la queue, puisqu'en fait, il n'y a pas d'impact ni de l'âge, ni de la fonte, enfin de la perte de muscle, de la sarcopénie, en utilisant la queue, contrairement à l'antérieur. Donc, après, il y a beaucoup d'études à ce sujet-là. Il y en a certaines qui se contredisent aussi. Mais en tout cas, sur cette étude que je vous avais mis dans ma présentation et qui est une qu'on utilise quand même assez souvent, on considère qu'il est préférable d'utiliser la queue en étant conscient que c'est un peu plus bas. On est à 19 mm de mercure de différence. Ça marche. Le On va but étant passer au la même chose, en fait. OK. On va passer aux questions plutôt traitement maintenant. Sur un chat qui serait en stade 1 de manière stable, à partir de quel moment on peut décider de les mettre sous alimentation early stage? Ou est-ce qu'on peut le faire en stade 1 ou est-ce qu'il faut attendre le début du stade 2? Alors, je pense que c'est une évaluation au cas par cas. Là encore, le FGF 23 va être intéressant maintenant pour répondre à cette question. Je pense qu'avant, il y avait pas de réponses franches. Je pense que c'est très au cas par cas. Aujourd'hui, on a le FGF 23 qui va nous indiquer en effet s'il augmente qu'il faut mettre en place une restriction et donc une alimentation déjà early stage, même sur un stade 1, si ce FGF est augmenté. S'il est normal, c'est soit on monitore en restant sur un aliment standard, soit on envisage un early stage, mais par contre en étant prudent sur le calcium dans le suivi pour vérifier qu'on n'augmente pas la calcémie. Il n'y a pas une réponse complètement tranchée pour ça, je pense. Ok. Il y a la question, quelle est la place des IEC? Parce que j'imagine qu'on a parlé beaucoup de l'amlodipine et du telmisartan. La place des IECA n'a pas beaucoup de place, en tout cas pas sur l'hypertension. Alors sur les MRC seuls, sans complication aucune. Sur les maladies rénales chroniques hypertensives, on l'a dit, c'est pas du tout la première ligne, ni même la deuxième. Ça serait plutôt à utiliser alors en ajout si on n'a pas une réponse adéquate sur de la première ligne. Et si on a par contre de la protéinurie, ça peut avoir un intérêt si on a déjà géré l'hypertension, que la protéinurie persiste, mais en même temps, au même titre que les sartans, et avec justement ces études qui globalement montrent une non-infériorité des sartans par rapport aux IECA, et même des chiffres qui iraient plutôt en fait vers le fait que les sartans soient un peu meilleurs des IECA. Donc personnellement, j'aurais plutôt tendance, si on doit aller en tout cas sur des molécules qui jouent sur le système rénine-angiotensin-aldostérone, à privilégier les sartans chez le chat. Ça marche. Question sur l'augmentation de la protéinurie avec l'amlodipine. Alors, c'est pas censé arriver. Peut-être que Cécile, tu vas peut-être être plus à même de... Normalement, c'est plutôt l'améliorer, mais je te laisse répondre. Alors, pour répondre à cette question, c'est une étude a été publiée maintenant un petit peu, en 2007, donc elle commence à dater un peu. C'était des chats qui étaient hypertendus, qui présentaient une maladie rénale chronique avec protéinurie. Et en traitant l'hypertension artérielle avec de l'amlodipine, on a montré qu'on diminuait la protéinurie dans 70% des cas. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Anaïs, le plus souvent, quand on gère l'hypertension artérielle, ça permet également de gérer la protéinurie dans la majorité des cas. Voilà la façon dont je répondrai. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Alors, je pense que parce que du coup, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu le cas d'avoir traité l'hypertension et d'avoir une protéinurie qui apparaît secondairement. Je ne pense pas du coup dans ces cas-là que ça soit du tout en lien avec le traitement. Je pense que c'est un animal qui du coup a vraiment une composante de maladie rénale chronique, potentiellement une glomérulopathie qui évolue et qui du coup s'aggrave en fait sur la glomérulopathie et où du coup on ne contrôle pas la maladie, la glomérulopathie initiale. C'est plus ça que je verrais en tout cas si ce scénario arrivait plutôt qu'un effet du traitement en tout cas pour ça.
Ça marche. Et alors, effectivement, je peux aussi compléter par c'est une complication qu'on n'a pas observée ni dans l'étude d'AMM, ni dans toutes les études qui ont été publiées sur l'amlodipine en termes de tolérance ou sur population cible. Peut-être une question sur y a-t-il une augmentation du risque de pyélonéphrite chez le chat avec une maladie rénale chronique et qui présente une bactérie? Je n'ai pas la réponse, pour être franche. Justement, c'est pour ça qu'on se demande en fait si on doit traiter ou non ces bactériuries asymptomatiques. Et ça, au final, c'est valable pour le chien et le chat. Et qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui. Et je pense, alors je suis pas sûre que tout le monde aurait la même réponse aujourd'hui, mais soit on a tendance, je pense, à les traiter même si elles sont asymptomatiques par rapport à cette peur, justement, qu'il y a un développement de pyélonéphrite si on ne fait rien. Mais il n'y a aucune étude, en fait, qui a étudié ça. Et je pense que même on avait réfléchi à le faire à une époque, parce que j'étais sur justement les bactériuries des chiens en MRC. Le problème, c'est de passer un comité d'éthique et de vraiment se dire, est-ce que c'est éthique de comparer qu'on ne traite pas sans savoir si en fait on va pas être délétère pour le groupe qu'on ne traite pas. Mais ça serait le seul moyen de savoir s'il y a un risque de développer une pyélonéphrite. Donc voilà, malheureusement, pas de réponse tranchée et c'est une question qu'on est très nombreux, je pense, à se poser, y compris en humaine en soi, il n'y a pas qu'au niveau vétérinaire. Alors, il nous reste quelques minutes. Et alors, du coup, je vais essayer de malheureusement devoir faire un tri dans les questions. Puisqu'on n'a pas abordé, pourquoi pas de perfusion en première intention? Parce qu'on parle globalement sur cette présentation de maladie rénale chronique et pas d'insuffisance rénale aiguë. La perfusion ne va pas améliorer un animal qui est seulement sur de la chronicité où il n'y a aucune composante aiguë autant T quand vous le voyez. Vous allez me dire que ce n'est pas toujours facile à savoir si on n'a qu'une valeur de créatinine pour savoir s'il vient d'augmenter ou pas. C'est la clinique qui prime là-dessus. C'est sûr que sur un animal où vous découvrez une maladie rénale chronique et où il s'est dégradé brutalement, je vais y arriver, il est probable aiguë, soit seul, soit sur un fond de maladie chronique, et dans ce cas-là, on l'hospitalise, on le perfuse, bien entendu. Par contre, si l'animal est stable, que la même, globalement, vous êtes sur quelque chose de chronique, et même si votre créatine est haute, vous n'allez pas la faire baisser en perfusant l'animal si on est vraiment chronique, d'où le fait qu'il n'y aurait pas de perfusion. Là où on la considère, par contre, de manière un peu plus fréquentes, ce sont sur les stades avancés parce que c'est des animaux qui en permanence ont une petite composante aiguë parce qu'ils se déshydratent tout le temps en fait. Et donc là, ça a l'intérêt en effet de la perfusion à la maison, en sous-cutané, etc. C'est souvent sur des stades avancés qu'on propose ça. Mais en tout cas, voilà, sur un diagnostic initial, un animal qui est très chronique, qui a des signes qui n'ont pas beaucoup changé et juste on fait un bilan, on découvre des valeurs augmentées, il n'y a aucune raison de perfuser, à mon sens. Ça marche. Alors, je reviens à quelques questions sur l'alimentation et le taux de protéines. Alors, je te reprécise exactement parce qu'il y a plusieurs questions à ce sujet. Quelle est l'influence du taux de protéines dans les croquettes? Et que penser alors, mince, pardon, je reviens sur la question une autre question qui concernait également le taux de protéines dans les croquettes, ou dans l'alimentation d'une manière générale. Alors, le taux précis, sincèrement, je ne le connais pas par cœur. Je fais assez confiance globalement aux sociétés qui créent à partir avec un nutritionniste. C'est des taux qui doivent être restreints, pas trop pauvres pour un chat, mais surtout des protéines de bonne qualité. C'est ça qui va être primordial. Donc c'est sûr que tous les aliments très, vraiment friskies, etc. J'en passe. Mais oui, il faut des taux restreints. Sincèrement, vous donner une valeur précise là comme ça, je la connais pas par cœur. Je suis désolée. Les probiotiques, peut-être, est-ce que tu veux Là, il y a une question sur faut-il recommander la prise de probiotiques? J'ai pas spécialement. On étudie énormément les probiotiques à l'heure actuelle, plutôt sur tout ce qui est digestif, avec des preuves sur certaines choses, beaucoup moins sur d'autres. Je suis en train de
si j'ai vu passer quelque chose sur les probiotiques, sur les maladies rénales chroniques, enfin, sur l'hypertension, je pense pas du tout. Sur les maladies rénales chroniques, sincèrement, j'ai pas en tête d'études. Je suis désolée, peut-être qu'il y en a une et que la personne pense à quelque chose en particulier, mais je n'ai pas du tout. Et sincèrement, je vois pas en tout cas, enfin sur tout ce qui est déséquilibre de flore, on sait qu'il y a des liens avec énormément de choses, des troubles dermatologiques, de l'obésité, de l'autisme chez l'homme, du digestif. Le rénal, sincèrement, oui, hein, c'est étudié, on étudie de toute façon actuellement le microbiote surtout, mais de là à dire qu'il faut mettre des probiotiques, je suis pas certaine du tout, non. Très bien. Alors, je vais malheureusement devoir faire un choix dans les dernières réponses. La posologie maximale de l'amlodipine chez le chat. Ouais, on ne doit pas dépasser 2,5 mg par chat sur 24 heures. Ça marche. Enfin, du coup, si je reprécise si ça te... Oui, non, tout à fait. J'allais dire, je reprécise en termes de milligrammes par kilo. Sur l'AMM d'amlodip, on est à 0,5 mg par kilo et par jour, et ce qui correspond à peu près à la même posologie. Eh bien, je vais peut-être faire la dernière question. Peut-être sur, alors je reviens sur l'alimentation, parce que finalement il y a quand même beaucoup de questions à ce sujet. C'est entre l'alimentation humide et l'alimentation sèche. Plutôt humide. Plutôt Toujours humide. préférable, notamment chez le chat. Également par rapport à toute la proportion à développer des calculs. L'humide est à privilégier, contrairement à ce qu'on a dit pendant très longtemps. Ça marche. Alors malheureusement, il est 14h01 et donc même si je suis désolée de créer de la frustration pour les quelques personnes qui ont posé des questions et pour lesquelles malheureusement on n'a pas le temps de répondre, il est l'heure, on doit clôturer ce webinaire. J'en profite d'une part te remercier Anaïs pour ta présentation, vous remercier vous tous qui avez été si nombreux à participer. Et j'en profite également pour partager un document, en tous les cas, Seva lance le printemps de l'hypertension artérielle. Donc, c'est une grande campagne de sensibilisation des propriétaires de chats à cette maladie qui reste grave et silencieuse. Et donc, pour vous aider à mesurer la pression artérielle et communiquer auprès des propriétaires, on a développé un certain nombre d'outils qui sont disponibles dans le document à télécharger. Bien évidemment, le PowerPoint d'Anaïs sera aussi disponible pour téléchargement, ainsi que le replay. Voilà ce que je voulais dire pour clôturer et en tous les cas, vous remercier, toi, Anaïs, et vous tous pour votre participation. Également, et merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.